Bonsoir les gens, nouvelle vidéo, chapitre 12. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de la dictature, du syndrome de Stockholm et de la loi de l'Omerta. Alors, oui, c'est trois sujets en un parce que c'est la même chose, en fait, tout est lié. Et j'avais dit que je vous parlerais du pari et des jeux. Je ferai la vidéo chapitre suivante sur ça parce que je trouve que c'est plus d'actualité de parler de la dictature et comment elle se structure. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le film 1984. Pas celui en noir et blanc, mais celui avec Richard Burton et John Hurt, parce que tout le film est fait sur la psychologie, les dialogues sont super intéressants, les monologues aussi. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok avec un monologue de ce film-là, sur le principe de la guerre. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le syndrome de Stockholm. Et je vais vous dire aussi que il faut vraiment l'avoir vu de l'intérieur pour savoir ce que c'est, parce que c'est fait à l'ombre de l'observation. Et si on est un simple observateur extérieur, ça peut nous passer sous le nez, comparé à d'autres phénomènes psychologiques. C'est pour ça que certains psys se sont penchés sur la question, mais ils sont à fond dans la caricature. Et il y a une très mauvaise analyse de ce problème, un gros déni à ce sujet-là. Et aussi parce que c'est la société dans laquelle on vit qui veut ça. Mais bon, quand on écrit un livre et que c'est écrit par une personne qui a vu de surface, bah en fait c'est un peu comme l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire que des gens se réfèrent à des écrits de gens qui s'y connaissent pas. Donc c'est un peu comme si vous aviez vu un film d'action fait par un réalisateur qui a lui-même vu un film d'action sur la guerre. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a vécu la guerre de l'intérieur et puis qui fait un rapport sur ça, un rapport analytique. Et moi je pense que dans le syndrome de Stockholm, il faut quand même être passé par ces événements pour savoir de quoi on parle en profondeur. Et puis il y a un autre phénomène, autre que celui de pas s'y connaître sur le sujet, c'est celui d'avoir toujours le syndrome de Stockholm actuellement. Donc il y a des gens qui relatent des faits et qui parlent à ce sujet, mais qui travestissent parce qu'ils ont toujours leur syndrome de Stockholm envers le bourreau. Et donc c'est pas juste ce qu'ils rapportent. Donc on s'y connaît pas, il y a de la désinformation. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible là-dessus. En fait, le syndrome de Stockholm, il est né à Stockholm parce que il y a un preneur d'otages qui a réussi à faire en sorte que les gens pris en otage aient de la compassion pour lui. Et donc ce qui se passe en fait dans le syndrome de Stockholm, c'est que la victime défend son bourreau. Alors dans la caricature psychologique, les gens se moquent et ils disent comment est-ce qu'on peut défendre son bourreau, comment est-ce qu'on peut être bête comme ça. Et en fait c'est parce que eux, ils ont sûrement eu affaire à des psychopathes amateurs, donc des manipulateurs de bas niveau, et qu'ils ont réussi à se sortir des griffes de ce manipulateur de bas niveau. Un manipulateur de bas niveau, déjà il ne fait que mentir, donc c'est 100% de mensonge. Donc vous ne vous rattachez à rien quand il y a 100% de mensonges. La personne est pourrie, vous vous dites ok, voilà, j'ai aucun lien avec ça. C'est déjà plus dur de se détacher d'une personne qui sait alterner chaud et froid et qui dit de la vérité et du mensonge et qu'on sait pas trier les deux. Donc ça, c'est des manipulateurs de plus haut niveau. Dans le syndrome de Stockholm, il y a ça, c'est-à-dire que c'est des manipulateurs de haut niveau qui arrivent à instaurer un syndrome de Stockholm. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'avocat du diable, ceux qui connaissent le code pénal, le code civil, etc., ils savent comment flirter avec les limites de la loi sans se faire attraper. Celui qui n'a pas ces connaissances, il va être un bourrin, il va complètement passer outre la loi et tout, donc ce sera pas difficile d'avoir des chefs d'accusation. Tandis que si vous flirtez avec la limite, vous passez juste sous le nez de l'accusation, donc on peut pas vous choper. Et dans le syndrome de Stockholm, il y a ça, c'est-à-dire que les psychopathes de haut niveau, ils savent faire jouer de la balance bénéfice-risque. Donc ils jouent sur la terreur, sur votre peur de mourir, et en même temps sur ce qu'ils peuvent vous apporter. Et il y a ça, donc la balance bénéfice-risque dans le syndrome de Stockholm, ça les psys n'en parlent jamais. Et il y a aussi l'illusion qui est créée, la qualité d'illusion, c'est-à-dire que la balance bénéfice-risque doit pas forcément être réelle dans le fait que vous tiriez du bénéfice plus que ce que vous risquez. L'illusion doit être assez qualitative pour que vous le croyiez. Et ça viendra dans ma vidéo du pari et des jeux, parce que c'est un coup de poker en fait.
Et je vais expliquer le poker dans cette vidéo. Alors, le syndrome de Stockholm, il est créé sur ça, c'est-à-dire une illusion où vous avez plus de bénéfices que ce que vous risquez de perdre, et donc vous êtes aliéné. Ce qui se passe aussi dans le syndrome de Stockholm, c'est que votre bourreau est aussi votre sauveur. C'est-à-dire que celui qui vous punit est aussi celui qui vous sauve. Donc, ça fait un effet, si quand je suis puni, je veux partir, quand je suis sauvé, je veux rester. Donc le cerveau, il bug comme ça, il fait est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Donc c'est un doute permanent, c'est la confusion, instaurer la confusion permanente. Alors ça, on le voit actuellement avec les mesures du Covid-19 parce que les mesures sont incohérentes. Donc ce sont des injonctions paradoxales et on entend tous les sons de cloche. Donc ça, c'est typique de l'instauration d'une dictature. Ça crée la confusion. Ça, on le voit dans 1984 quand l'officier nazi torture le jeune rebelle et que il lui dit 2 plus 2. 2 plus 2, ça fait 4. Vous écrivez ici que la liberté de penser, c'est la liberté de dire que 2 plus 2 égale 4. Et il lui envoie des électrochocs quand il dit que 2 plus 2 égale 4. Il fait, si le parti dit que 2 plus 2 égale 5, combien font 2 plus 2? Il dit 5. Et il se fait électrocuter et il comprend pas pourquoi. Et le gars, il dit, vous ne pensez pas vraiment que ça fait 5. Vous dites ça pour me faire plaisir ou quelque chose comme ça. Et il le jute à chaque fois. Et 4 ou 5, et il sait plus quoi dire. Et à un moment donné, il est tellement fatigué de se faire électrocuter et tout il lui dit 2 plus 2 égale combien? Il fait, je sais pas, je sais plus. Et puis, l'officier nazi, il dit, là, on y est. Là, on est à ce qu'on veut. Et en fait, ce qu'il vient de faire, là, ça s'appelle un lavage de cerveau. Donc, la confusion sert à ce que chaque fois que vous fassiez quelque chose, c'est pas bon. Donc, vous entrez dans la culpabilité. La culpabilité vous amène un doute permanent et ça, c'est la confusion. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cet état-là, vous êtes prêt pour la reprogrammation. La reprogrammation, c'est la merde qu'on va vous mettre bientôt pour que vous soyez de bons petits soldats. Donc ça, c'est ce qui arrive dans les dictatures. Alors, je reviens à la balance bénéfice-risque. Imaginez, vous êtes dans la cave d'un psychopathe. Le risque, c'est que si vous essayez de vous échapper, le psychopathe vous tue. Si vous restez, il est méchant, mais de temps en temps, il est quand même gentil, il vous fait quand même des cadeaux de temps en temps. Donc vous allez vous dire, sa gentillesse, c'est quand même mieux d'avoir de la gentillesse de temps en temps plutôt que de mourir. Donc, balance bénéfice-risque, je prends le côté gentil. Alors les psys, ils caricaturent ça, ils se moquent parce qu'ils n'ont pas été mis dans des situations où ils ont affronté des psychopathes de haut niveau, et donc ils n'ont pas été mis face à des dilemmes. Moi, j'avais déjà dit, y a des gens dans la vie, ils ont connu d'autres dilemmes que de choisir leurs vêtements dans la garde-robe. C'est-à-dire qu'ils devaient choisir entre sauver 2 personnes d'un côté à gauche ou sauver une personne d'un côté à droite. Et s'ils choisissaient, un des 2 côtés allait disparaître. Donc, à partir de ce moment-là, le dilemme devient quand même plus compliqué. Et c'est ce qui se passe avec les psychopathes de haut niveau, c'est qu'ils arrivent à faire des échecs et maths, à mettre les gens comme ça face à des dilemmes tellement puissants et meurtrissants que ils préfèrent faire comme il le dit dans Mister Nobody, et ça je ferai une vidéo entière là-dessus, mais qui sera pas dans les chapitres. Il dit, on appelle ça le zugzwang ou quelque chose comme ça, quand le seul coup qui permettrait de s'en sortir serait de ne pas jouer. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes mis à mal. Et il y a ça dans le syndrome de Stockholm. Alors le syndrome de Stockholm, c'est pas que le fait d'obéir sur le moment même, c'est quelque chose qui relève de la neuroprogrammation, c'est-à-dire que vous avez peur de vous exprimer, vous vous auto-censurez en fait. C'est-à-dire que votre bourreau est omniprésent. Alors, des syndromes de Stockholm, il y en a qui ont été créés par la religion par exemple. On te dit, le petit Jésus va te punir, Dieu va te punir. Dieu ou le petit Jésus, c'est des entités qui sont omniprésentes. Donc partout où vous allez, tous les jours, tout le temps, ces entités sont là, omniprésentes et vous menacent. Donc ça crée une forme de paranoïa. Et vous n'êtes pas bien en fait. Donc vous vous culpabilisez en permanence de pas obéir par rapport au Dieu qu'on vous a mis dans la tête. Le Dieu qu'on vous a mis dans la tête, évidemment, il a les programmes qu'on a mis dedans. Donc si une personne veut que vous fassiez vos lacets à 6 heures du matin, parce que c'est dans son intérêt sociétal que vous le fassiez, par rapport au contrôle qu'elle veut exercer, elle va dire Dieu a dit qu'il faut faire ses lacets à 6 heures du matin. Et donc, vous allez vous dire, je vais le faire parce que c'est Dieu qui l'a dit. Donc voilà, vous avez des injonctions comme ça. Ça peut venir par la religion, mais c'est pour ça que Einstein avait dit, définissez-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois.
Parce que c'est important, ce qu'on met dans les notions dont on parle. Quand une personne vous parle de quelque chose, il faut toujours lui demander quelle est l'essence de ce dont elle parle. Pas seulement les mots comme ça, vides de sens, qui sont alignés. Il faut demander la profondeur des mots qui sont utilisés et voir si vous êtes d'accord avec l'essence de ces mots, parce que si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de quoi être en lien, parce que ça crée un syndrome de Stockholm, justement, ce lien-là. Alors j'ai écrit des phrases par rapport au syndrome de Stockholm, parce que là je dis les différentes influences par les injonctions, c'est-à-dire toujours l'entité menaçante. Il y a ça avec le terrorisme menace, donc il faut obéir à ceux qui nous protègent, mais ça je vais en parler. Il faut que je parle de la bête du Gévaudan. Il y a plusieurs trucs que je dois dire, mais je vais d'abord dire mes phrases, parce que je vais les oublier. J'avais écrit par rapport à ça, j'ai dit: j'ai tellement été tiraillé en défendre les gens que j'aimais et la justice que j'ai choisi d'aimer les gens justes. Moi, je pense que pour se libérer du syndrome de Stockholm, c'est ça qu'on doit faire. C'est plus, c'est pas avoir un trouble oppositionnel, c'est-à-dire se mettre en opposition permanente, ou avoir un trouble conformiste, c'est-à-dire être d'accord en permanence. C'est toujours rechercher ce qui est juste et se positionner par rapport à ça, peu importe qu'on ait une opposition ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait un adjuvant. C'est ça qu'il faut chercher pour se sortir de la matrice créée par l'illusionnisme de la confusion. Donc, il faut chercher la justice. Alors, j'ai écrit aussi, on doit dire merci à des gens. On vit dans un monde où on doit dire merci à des gens qui devraient s'excuser. Alors ça, c'est typique dans le syndrome de Stockholm. Il y a Nazi qui a été exfiltré et qui a fait du management, qui est à l'origine du management, et qui a dit qu'il fallait dans les entreprises faire de la délégation de responsabilité, c'est-à-dire que il fallait laisser au personnel les moyens, donc la liberté des moyens, mais il fallait leur donner les objectifs. Et comme on laisse la liberté des moyens, si l'objectif n'est pas atteint, c'est de la faute de l'employé, parce que c'est lui qui n'a pas trouvé les moyens d'atteindre l'objectif. Alors que c'est normalement celui qui donne les objectifs doit donner les moyens d'atteindre les objectifs. Dans la pédagogie, c'est comme ça, la pédagogie démocratique. Et on voit ça en fait avec la projection de la culpabilité, c'est-à-dire que dans un système dictatorial, le dictateur projette ses propres défauts et ses propres décisions pourries sur les gens de plus bas, et il les culpabilise de pas arriver au niveau de sa psychose en fait. Donc voilà pour ces phrases. Maintenant, je voulais parler de la bête du Gévaudan. Pourquoi? Parce que c'est une technique ancestrale. C'est dans l'art de la guerre, il y a quelque chose qui dit, enfin c'est pas Sun Tzu qui le dit, mais philosophiquement quand on y réfléchit, moi j'ai pensé à ça. Dans l'art de la guerre, il faut avoir une audace qui va au-delà de l'imagination de son adversaire, parce que l'imagination d'une personne, c'est la limite de sa perception. Ce qui va au-delà de son imagination, elle n'est pas capable de le percevoir. Or, on sait qu'une manipulation qui fonctionne, c'est une manipulation qui n'est pas vue, donc qui est au-delà de la perception. Donc, il faut avoir l'audace d'aller plus loin que ce qu'une personne pourrait imaginer que vous puissiez faire. Et il y a ça dans la bête du Gévaudan, c'est-à-dire que dans la bête du Gévaudan, les nobles, ils avaient besoin d'augmenter la rente par rapport aux caprices, aux exigences, etc. de la bourgeoisie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une bête, la bête du Gévaudan, qui a terrorisé les villageois. Les villageois étaient en insécurité, donc ils demandaient la sécurité. Ils sont allés se réfugier chez les nobles, et les nobles ont dit « Ok, on vous protège de la bête, mais en échange, vous travaillez plus. » Et les villageois en insécurité pouvaient être soulagés par le shoot de sécurité qui allait leur être procuré par la noblesse, et ils ont dit oui. Sauf que dans cette histoire, c'était la noblesse qui était à l'origine de la bête. Donc la noblesse, à chaque fois que les villageois n'écoutaient pas, ils sortaient la bête. Et la bête tuait des villageois comme ça. Et donc, les villageois se sont mis à obéir parce qu'ils se sentaient protégés. Et là, on a un syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce que le villageois se sent protégé par son bourreau. Le bourreau est en même temps le héros. Et là, il y a un syndrome de Stockholm. Donc ça, faut cutter. Faut cutter. Il y a ça avec les titres. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo sur l'importance de l'histoire que le syndrome de Stockholm, c'est être attaché à l'apparence de l'histoire, pas à l'histoire réelle. Et
il y a ça avec les titres. C'est-à-dire que dans un syndrome de Stockholm, vous n'êtes pas attaché à un vrai lien, vous êtes attaché à un titre. C'est-à-dire que dans la société, vous avez plusieurs titres. Vous avez le titre, par exemple, de parents, vous avez le titre de frère, de sœur, de cousin, cousine, vous avez le titre de patron, vous avez le titre de directeur, vous avez le titre de président, vous avez le titre de manager, vous avez plein de titres comme ça, qui sont des titres qui donnent soi-disant la réputation dans votre inconscient. Donc tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Quand vous entendez un truc, boum, c'est votre inconscient qui réagit. Et donc, vous donnez de la valeur en fonction des titres. On vous apprend des petits que la valeur familiale, par exemple, c'est une valeur à respecter à fond, et plus à la limite que la justice. Or, c'est faux comme valeur, parce que si, imaginez, un parent est maltraitant et que vous vous accrochez au titre, vous développez un syndrome de Stockholm directement, parce qu'il a le titre de parent. Vous dites, vous faites taper sur la gueule, vous faites, oui, mais c'est mon parent. Il a un titre, c'est mon parent. Et donc, les gens, les manipulateurs, ils jouent beaucoup des titres. Vous pouvez regarder les riches, ils disent directeur, représentant de, ministre de, chargé des finances de, scientifique, et ils ont 50 000 comme ça de titres. Et c'est pas possible d'avoir tous ces titres-là, à moins qu'ils aient le don d'ubiquité et qu'ils travaillent, 40 heures par jour, alors qu'il y a 24 heures dans un jour. Mais bon, voilà, c'est impossible qu'ils soient présents par tous. Des gros menteurs, ils s'attribuent le titre du mérite d'autres qui sont là, mais qui n'ont pas, eux, le titre et qui n'ont pas le salaire non plus, certainement. Mais ça, c'est parce qu'ils savent très bien que les gens sont accros au titre, et donc quand ils sortent leur titre, c'est comme une carte magique, donc de l'illusion, et les gens, bah, ils font, ah, ok, pardon, maître, voilà, et sort sa carte magique. Mais voilà, ça c'est un syndrome de Stockholm envers les titres. Si vous ne vous attachez pas au titre et donc aux apparences, mais que vous regardez la profondeur, déjà votre syndrome de Stockholm il disparaît, parce que c'est pas parce qu'une personne se dit blabla. Quand vous êtes à un niveau philosophiquement assez élevé, peu importe que la personne soit présidente ou clochard, si elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de valeur. Quand on est philosophiquement élevé, c'est comme ça, on s'en fout. On s'en fout des titres. On s'en fout complètement. C'est ça que je disais, moi, d'argumenter avec les soi-disant coachs et tout ça. Je dis, moi, si tu me dis que tu sais faire un truc, je veux voir que tu sais le faire, je m'en fous de ton titre. Si quand je regarde ce que tu fais, je vois que tu le fais pas bien, ça m'intéresse pas ton titre, je m'en fous, moi. Donc voilà. C'est ça qu'il faut faire pour se libérer du syndrome de Stockholm et des titres. Parce que sinon, vous allez toujours mettre vos bourreaux en haut. Parce qu'eux, ils jouent des apparences, les bourreaux. Alors, de quoi je voulais parler aussi? Oui, je voulais parler du syndrome de Stockholm qui existe dans la société actuellement. J'ai pas parlé de la loi de l'Omerta encore, hein, j'ai pas parlé, mais c'est lié. La loi de l'Omerta, si vous voulez, moi qui ai traîné un peu dans la rue, c'est une loi selon laquelle il faut fermer sa gueule, quoi, en fait. Donc, d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai écrite que je voulais vous partager aussi, c'est ferme-la, ton cerveau est en ménage avec ton bourreau. Attendez, parce que ferme-la, ton cerveau est en ménage avec ton bourreau. Ça ne sert à rien d'élever ta voix de garage. Poteau, t'es mal garé. Donc voilà, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une bête rime, mais c'est le message qui est dedans qui est intéressant. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que dans la loi de l'Omerta, justement, il faut se taire. Et ça, on le voit avec le patriotisme, par exemple. Donc je vais parler de la rue et donc des criminels, et je vais aussi parler du patriotisme parce que c'est lié. Le général de Villiers était passé sur On n'est pas couché, un général de l'armée française qui avait démissionné de chez Macron. Et il a dit, si jamais la banlieue explose, la France est à genoux. Et en fait, il a en partie raison, parce que on lui a dit dans l'émission, c'est Charles Consigny, je crois, qui lui a dit, vous recrutez des soldats en banlieue, parce que la banlieue est connue pour être anarchique et être des zones de non-droit et ça. Et il faisait comme s'il était surpris, mais en fait, c'est pas surprenant du tout, parce que en banlieue, ils maîtrisent, ils sont déjà préprogrammés par rapport à la dictature. La dictature est plus forte là-bas, donc ils ont déjà le syndrome de Stockholm plus fort, etc. Donc c'est là-bas qu'on recrute, par exemple, les soldats, les terroristes ou les agents secrets. Donc c'est en banlieue, parce qu'ils maîtrisent déjà la loi de l'Omerta et tout ça. Mais ça, je vais en parler maintenant. La loi de l'Omerta, c'est, comme je dis, c'est de la fermer, et c'est en lien avec la syndrome de Stockholm, parce que c'est la fermer pour protéger son allégeance et donc son lien. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une association de malfaiteurs,
La loi de l'omerta, c'est on vous interroge, vous devez mettre une tirette à votre bouche et vous devez vous taire, c'est tout. Vous n'avez rien vu, rien entendu, voilà, c'est tout. Vous connaissez rien. Il faut fermer sa bouche et c'est tout. Et ça, c'est le syndrome de Stockholm, parce que si vous faites ça dépend de qui vous protégez. Vous voyez, c'est ça la nuance à faire. Et ça, c'est Michel Onfray qui en avait parlé dans On n'est pas couché. C'est-à-dire, il disait, le philosophe Alain avait dit, on doit dire la vérité qu'à qui on la doit. Si un nazi vient sonner chez vous et que vous planquez un juif et que vous lui dites, bah bien sûr, j'ai un juif ici planqué. Mais en fait, là, vous dites la vérité, mais à quelqu'un de mal intentionné. Donc cette personne va utiliser la vérité contre vous, mais pas vous forcément, mais contre la justice aussi en général. Et donc, là, à ce moment-là, c'est important de mentir. Mais le problème, c'est que c'est toujours une question de contexte. Si vous planquez un taré, par exemple, et que quelqu'un vient pour arrêter le taré qui fait des saloperies, vous faites le même processus, mais vous planquez pas la bonne personne à ce moment-là. Et il y a ça dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les personnes sont aliénées et donc elles prennent leurs bourreaux pour des héros, mais elles prennent aussi les héros pour des bourreaux, donc elles livrent les héros. C'est comme ça qu'il y a eu des Judas, par exemple. C'est comme ça qu'on voit dans Braveheart que les nobles écossais livrent William Wallace. C'est comme ça qu'on voit Judas qui livre Jésus, etc. Donc les syndromes de Stockholm où les gens sont aliénés et développent des troubles pathologiques, ils vont pas dans leurs propres intérêts. Ils sont aliénés par rapport à leurs propres intérêts d'être humain, en fait. Ils voient à court terme, ils voient que à l'apparence et c'est tout. Et après, pour le reste, ils se font avoir. Donc, je voulais parler du patriotisme qui est un syndrome de Stockholm. Et je dis que, par exemple, je parlais de la banlieue parce qu'effectivement, les soldats, ils sont recrutés en banlieue. C'est comme à l'époque romaine, les légionnaires, c'était des pauvres, en fait. Et la banlieue, elle est pauvre. Les légionnaires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient au combat pour gagner la solde. Donc c'est pour ça qu'on dit un soldat. Ils gagnaient la solde et la solde partait pour la famille. Donc il y a des immigrés qui viennent ici, ils travaillent, ils envoient l'argent à leur famille. Et c'est pour ça que quand il y a des racistes, ils disent mais je paye mes impôts ici. C'est-à-dire qu'ils disent la plus-value de mon travail revient quand même à se payer de ça, mais ils devraient même pas justifier parce que déjà le fait de produire ici, c'est une plus-value. Si tu construis une maison même en noir, tu as construit la maison. Donc la maison, c'est une richesse en soi. Même si tu payes pas d'impôts sur le salaire que tu vas recevoir parce que tu as construit la maison, le salaire que tu vas recevoir déjà par rapport à la plus-value que tu apportes de la construction de la maison, il va être ridicule. Mais en plus, payer des impôts dessus, il n'y a même pas besoin, la maison est là, tu vois. Donc voilà, bref, c'est une petite parenthèse. Ce que je veux dire, c'est le patriotisme. Il a un syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce que en fait, les gens, ils croient que leurs gouvernants, ce sont des gens bien. En fait, le soldat, il croit que son politicien, c'est un mec qui défend la démocratie. Ok? Donc, comme il croit ça, il va défendre le modèle en croyant qu'il défend le bien. C'est pour ça qu'il y a des suicides chez les flics, parce qu'en fait, il y a des gens vraiment bien intentionnés, qui sont bienveillants contre l'empathie et tout, qui s'engagent dans la police parce qu'ils se disent, moi, je veux être un justicier, je veux faire régner la justice, je veux aider les gens et je veux arrêter les criminels. Parce que depuis petit, on lui dit les criminels, c'est ceux qui sont contre la société parce qu'ils sont égoïstes. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des corrompus intégrés dans la société qui sont infiltrés. Par exemple, en politique, il y a des gens qui se font sponsoriser par des milliardaires pour faire des campagnes électorales et après, ils ont une dette envers le milliardaire. Donc, ils font de la défiscalisation avec le contribuable. Donc le contribuable retourne pas dans la société. Donc ils aliènent la société complètement puisque les gens ne voient pas retourner vers eux leur investissement. Les gens du peuple. Donc en fait, les gens deviennent pauvres, miséreux malgré tous les efforts qu'ils font, toute leur bonne volonté. Donc ils se démerdent et ils entrent dans la criminalité. Et donc les flics, parfois, ils arrêtent juste des innocents qui ont été mis dos au mur, en fait. Et donc, il y a des flics qui se rendent compte de ça. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Ils se rendent compte que, en fait, ils luttent pas contre des mafieux extérieurs, mais que c'est leur chef, le mafieux. Et donc là, ils se disent, putain, je suis un gangster, en fait. Et moi, mon rêve, c'était de lutter contre les gangsters, et j'en suis un, en fait. Donc c'est pour ça. Et chez les gangsters, il y a ça, il y a la loi de l'omerta, c'est-à-dire qu'il faut protéger ton gang, tu la fermes. Il y a aussi dans la dictature les signes de ralliement, c'est-à-dire que la police, elle a un signe de ralliement, c'est quoi? C'est son uniforme. L'uniforme, c'est un signe de ralliement. Tu vois que l'autre est comme toi, fait partie de ton clan parce qu'il a des signes d'appartenance. C'est pour ça que chez les gangsters aux États-Unis, ils font des tatouages. Par exemple, si tu tatoues un dragon sur le bras, tu fais partie peut-être du gang des Black Dragons. C'est un signe pour votre gang. C'est des signes de reconnaissance.
Le tatouage, avant, ça avait une signification d'éternité, d'allégeance, parce que c'était irréversible. Vous ne pouviez pas enlever un tatouage. C'était à vie, donc tu fais partie du gang à vie jusqu'à la mort. C'est vraiment pour montrer ta dévotion que tu es prêt à te sacrifier. Ça, c'est un esprit qu'on retrouve chez les kamikazes, chez les terroristes, chez les abeilles d'ailleurs. Les abeilles, elles sont capables de se sacrifier, parce qu'une abeille, quand elle pique, elle meurt, elle s'arrache les fesses en piquant. Donc dès qu'elle pique, elle est morte. Donc c'est un attentat suicide. Les terroristes, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un gourou de secte ou des gourous de secte, et ceux d'en bas, les soldats, ils sont prêts à sacrifier pour ces gourous, et voilà. Et c'est le cas des soldats. D'ailleurs, on avait interrogé un chef du GIGN dont on n'est pas couché. On lui avait dit, c'est quoi la différence entre vous et un terroriste? Il dit, ici, il y a des élections. Les gens peuvent choisir qui ils élisent. Et alors, nous, on fait respecter la démocratie de ce qui va être appliqué comme programme. Mais la démocratie, c'est pas seulement que le choix dans la négociation avec des autres. C'est aussi la valeur du programme. Il faut que ton programme soit universel et qui permette à tout le monde d'exister. Si le programme, c'est de chasser les... Pardon, s'il pleut, ça fait peut-être du bruit. C'est de chasser juste les SDF parce qu'ils salissent l'image de la ville, je pense que le programme est un peu pourri et que c'est pas vraiment un démocrate que tu es en train de protéger. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Alors, le syndrome de Stockholm du patriotisme, c'est ça, c'est que c'est comme la différence qu'il y a entre Jésus et l'Église, c'est-à-dire que les gens, ils confondent les deux. Ils croient que l'Église c'est Jésus et que Jésus, s'il était là actuellement, il serait en train de défendre l'Église. Jésus, avec ce qu'il a dit, l'Église, quand on regarde le Vatican, il est fait de plats d'or et tout ça grâce à l'argent des actionnaires. Moi, je suis allé à Rome, donc j'ai vu le Vatican. Dans une rue perpendiculaire, plus cachée, il y a plein de Roms et il leur manque des membres. Donc j'ai même vu un mec brûlé au 3e degré dans son visage. Et ils sont tous là à la rue. Et ils m'ont dit que et les prêtres et les bonnes sœurs, elles passent comme ça, elles regardent pas, elles s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Et donc on voit bien que c'est de l'arnaque. Et Jésus, il aurait jamais accepté un bazar comme ça. Jamais, c'était pas du tout son message. Donc Jésus a été repris par ces gens qui sont profondément pervers. Et c'est ça, en fait, qui a comme dissociation aussi, c'est que il y a eu des philosophies qui sont développées en Occident universalistes pour créer, par exemple, la sécurité sociale, pour créer l'éducation, pour créer des hôpitaux, pour amener de la plus-value au plus grand nombre. Et d'ailleurs, le but d'un scientifique, quand il a une invention, quand il fait une invention, c'est pas de le garder de manière égocentrique comme l'anneau de pouvoir, comme Gollum ferait, oh, mon anneau, mon précieux. C'est de pouvoir le partager démocratiquement pour que tout le monde puisse en profiter. Mais les capitalistes mettent leur veto, ils privatisent l'invention, et ça, c'est faire mon précieux comme Gollum. Ça, c'est les capitalistes qui font ça. Donc voilà. Et dans le patriotisme, on a vu beaucoup de déceptions. Par exemple, il y a des films qui montrent ça, genre Rambo, il est dégoûté parce qu'on a laissé des Américains au Vietnam. On le voit dans Rock aussi, le général Hummel qui s'énerve parce que il a fait la guerre du Golfe en Irak et il a fait la guerre du Vietnam aussi. Et il voit qu'on laisse crever les soldats sur place, donc il devient terroriste envers les États-Unis. Et en fait, il y a des désillusions chez les soldats comme ça qui croyaient vraiment en la patrie, qui se rendent compte que c'est qu'une illusion. Parce qu'en fait, les pays qui sont en guerre, et ça, c'est Lénine et Trotsky qui s'en étaient rendus compte pendant la révolution russe. Ils se sont rendus compte que les riches étaient potes entre eux. Donc, ils ont fait faire demi-tour aux Russes. Et ils sont revenus vers Moscou pour aller attaquer les riches et de ça. Et les riches se sont barrés. Mais ils avaient compris que c'était faux, en fait, que les guerres, soi-disant, entre des patries différentes, les dirigeants de ces patries étaient d'accord entre eux pour faire du business et que c'est ceux d'en bas qui allaient crever pour rien, quoi. La guerre, ça sert à rien. Ça sert juste à maintenir le système comme ils le disent en 1984. Et donc, quand ils ont compris ça, il y a eu la révolution. Et puis après, il y a Staline qui était un faux révolutionnaire. Et puis, une fois qu'il a pris le pouvoir, il a recréé du capitalisme, du capitalofascisme. Et c'est pour ça qu'il y a eu la famine en Union soviétique. Et comment dire, lui il avait compris, il avait tiré des leçons de la première révolution russe. Donc quand les Russes voulaient faire demi-tour pendant la Seconde Guerre mondiale, il tirait sur sa propre population, lui. Donc les Russes partaient en guerre, ils pouvaient pas faire demi-tour, sinon ils se faisaient tirer dessus par les leurs. Donc la division même dans son propre camp. Vous voyez, le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose qui va loin, c'est quelque chose de très complexe. On le voit même actuellement. Vous voyez avec le Covid-19, le syndrome de Stockholm, il est en train de pourrir toute l'information. Pourquoi? Parce que des journalistes, des médecins,
des soi-disant experts, etc., ils sont pris par le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est ton patron. Par exemple, les médias, ils sont détenus par des milliardaires. Ça, on oublie de le rappeler, mais les médias vont pas vous le dire, parce que s'ils vous le disent, ils vous le rappellent, alors vous vous dites, ah ok, je dois pas te croire. Donc ils le disent jamais. C'est toujours quelque chose qui est envoyé loin, ça. Mais les médias sont détenus par des milliardaires. Donc le milliardaire, il te dit, tu suis cette ligne éditoriale, sinon t'es dehors. La personne qui a une famille, qui doit nourrir ses enfants et tout ça, ou même pas, qui s'est juste habitué à certains trains de vie, c'est-à-dire un journaliste bien payé qui gagne 4-5 000 euros par mois, qui se dit, qui a construit son train de vie sur 4-5 000 euros par mois, il se dit, je me fais virer, je vais peut-être pas retrouver quelque chose ailleurs, parce qu'en plus, je vais être censuré ailleurs, puisque les milliardaires détiennent tous les journaux. Donc je suis censuré ici, mais je vais être censuré là-bas aussi, donc je vais peut-être même devoir arrêter le journalisme. Ben, les journalistes, ils se disent, ok, ils se détachent, ils se disent, ils font comme Ponce Pilate, je me lave les mains du sang de ce Jésus. Donc le peuple, c'est Jésus, on se dit, je me lave les mains du sang de ce peuple. Donc c'est Pilate, il prend quand même la décision de condamner Jésus. Donc c'est un peu ce que font ces gens qui ont le syndrome de Stockholm. Ils prennent la décision de condamner quand même pour maintenir leur propre train de vie. C'est comme Judas qui fait un bisou à Jésus en disant pardon. Et ils sont un peu dans cette façon de penser-là. Ils disent pardon, mais je suis obligé pour sauver les miens. Et donc, il y a quelque chose de comme ça. Et ça, c'est la balance bénéfice-risque. Parce que le risque est trop grand de perdre son emploi. Et le bénéfice, c'est de gagner de l'argent pour leur famille. Donc, même s'ils ont un train de vie de merde où ils doivent jouer la comédie, donc développer du narcissisme, où ils doivent s'empêcher d'être authentiques par la même occasion, qu'ils doivent mettre à bas leurs valeurs, etc., ou ils doivent vendre leurs frères et sœurs, etc. Même s'ils font tout ça, ils se disent c'est un sacrifice qui en vaut la peine pour la survie, quoi. Donc ils se disent ça. Alors ils sont pris en otage, ils sont terrorisés, et quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui dit la vérité, ils sont là en train de faire genre chut, ferme-la, on va avoir des problèmes, le patron va nous faire des problèmes, il faut pas parler de ça, on doit se taire, chut, j'ai peur, comme les premiers de la classe à l'école qui se disent mon Dieu, le professeur va être méchant, il va nous punir et de ça. Parce qu'ils se disent que le professeur est omnipotent, omniscient, bazar, et qu'il faut l'écouter parce qu'il sait où il va. Alors dans le syndrome de Stockholm, il y a ça aussi que je dois rajouter. La vidéo fait 30 minutes, désolé, mais je vais bientôt la terminer. Ce qu'il faut rajouter, c'est... oh mince, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, c'est l'éducation à la confiance. Par exemple, quand vous êtes petit, ça a à voir avec le syndrome d'Hérode, ça, c'est que on vous conditionne à suivre les gens qui ont confiance en eux. Ça fait partie du poker aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas conditionné à suivre les gens qui ont un raisonnement, donc qui peuvent douter, parce que quand on a un raisonnement, on peut se dire « Attends, je suis pas très sûr que ce soit ça, il faut encore réfléchir là-dessus. » Ça convainc pas les gens, parce qu'ils se disent « La personne freine, elle sait pas trop où elle va. » Donc, moi, je fais pas confiance à quelqu'un qui sait pas où il va. Mais justement, la remise en question, ça te permet d'orienter ton chemin. Ça veut dire que t'es pas borné, t'es pas une mule, parce qu'on dit une tête de mule, c'est quelqu'un qui est borné dans la même direction, psychorigide. Et c'est pas parce que tu vas quelque part que tu sais où tu vas. Pour les gens, ils font la confusion, donc ils suivent les gens qui ont confiance en eux. Mais parfois, tu vas avoir confiance en toi et être complètement débile. Et tu peux ne pas avoir confiance en toi et être intelligent. Vous voyez, c'est différent. Donc ça aussi, ce conditionnement éducatif fait que les gens se disent « Ah ok, ces gens ont confiance en eux, donc on les suit. » Et ça crée un syndrome de Stockholm aussi. Vous voyez, ça crée un syndrome de Stockholm parce que il y en a qui ont compris ça, donc ils se disent je vais simuler la confiance en moi de savoir où je vais alors que je sais pas où je vais, et les gens vont me suivre comme ça, j'aurai ce que je veux, c'est-à-dire l'autorité sur eux, etc. Mais c'est pas une fin en soi d'avoir de l'autorité sur quelqu'un. Ça c'est pour ceux qui sont mal construits en eux-mêmes. La fin en soi, c'est d'amener l'ensemble du bateau qui est le Titanic à bon port. C'est pas de se cracher sur un iceberg parce qu'on est avare de vitesse et dans l'insouciance de vouloir impressionner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je ferai peut-être d'autres vidéos parce que c'est important, le syndrome de Stockholm, la dictature, la loi de l'omerta et de ça. Parce que la loi de l'omerta, c'est aussi l'instinct grégaire du même groupe. Donc, les journalistes vont se protéger entre eux ou les experts, etc. Parce que, voilà, on appelle ça des conflits d'intérêts, en fait. Quand l'industrie pharmaceutique vous menace quand vous êtes médecin, vous avez pas, quand ils vont parler du Covid, ils vont dire ce qui arrange le capitalisme quand on parle du Covid. C'est-à-dire qu'ils vont pas être honnêtes intellectuellement. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à toute la désinformation actuelle, parce qu'il y a plein de gens qui sont en syndrome de Stockholm, en loi d'omerta, au conflit d'intérêts. Et je vais terminer sur ça, vraiment, je vais terminer sur ça. C'est
peu importe votre niveau d'intelligence, si vous avez un QI de 250, si vous avez des compétences dans 25 domaines, peu importe, peu importe. Si vous mettez cette intelligence au service d'une personne plus stupide que vous ou d'un dictateur, vous devenez la personne à qui vous offrez votre cerveau, tout simplement. Un trou noir qui avale une étoile, pour prendre l'exemple, c'est l'étoile, elle est l'étoile en elle-même. Si le trou noir avale l'étoile disparaît, elle fait partie intégrante du trou noir. Donc l'étoile est le trou noir. C'est-à-dire que si vous êtes complice, si vous avez un syndrome de Stockholm, que vous n'avez pas coupé le lien avec votre bourreau, le bourreau, c'est attaquer quelqu'un qui est plus fort que nous. C'est-à-dire que, par exemple, un parent qui s'en prend à son enfant parce que son parent était mauvais, ça changera rien. Ça changera rien. Il va juste mal construire son enfant, mais c'est bidon. Faut s'en prendre au supérieur. Faut oser aller s'en prendre à celui qui crée ce syndrome de Stockholm. Tant que vous n'attaquez pas la source, vous pouvez faire du mal au monde entier, ça changera rien. Donc, ce que je veux dire, c'est, peu importe votre niveau d'intelligence, si vous la soumettez à un con, vous êtes con. Vous êtes con, peu importe. Que vous ayez 10 diplômes, si vous n'avez pas la liberté, si vous n'avez pas votre indépendance de penser, votre authenticité, quand vous donnez votre avis sur quelque chose, votre avis ne vaut rien, votre avis vaut ce que vous protégez. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, je tiens bien à le dire dans cette vidéo. Et je vais vous laisser sur ça parce qu'elle est méga longue. Voilà. Bonne soirée.